La naissance de la presse en Côte d'Ivoire se situe vers l'année 1893 avec la parution d'un bulletin interne de l'administration coloniale. Mais il faudra attendre 1906 pour voir la création du premier titre de presse considéré comme tel et dénommé La Côte d'Ivoire, qui fut publié à Grand-Bassam sous l'impulsion du français Charles Ostench. Jusqu'en 1960, on enregistre plus d'une quarantaine de titres de presse appartenant pour la plupart aux colons. Influencée par des conflits d'intérêts, la presse coloniale sera essentiellement une presse partisane, une presse d'opinion. Elle servira ainsi les profits coloniaux ou soutiendra les luttes politiques des leaders africains. Le premier journal fondé par des Ivoiriens voit le jour en 1935, mais il faudra cependant attendre la fin des années 50 pour voir éclore une presse ivoirienne inspirée par l'évolution sociale et politique de l'époque. On pourra lire notamment Africa, Pachibo et Vérité. Le tirage de ces journaux, se situant entre 500 et 3500 exemplaires, il se caractérisait par une parution irrégulière et une durée de vie très courte. Réapparu sous l'appellation d'Abidjan Matin, France-Afrique, le deuxième quotidien sous la colonisation, après le Démocrate du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, arrêtera quant à lui sa parution avec la naissance du journal pro-gouvernemental Fraternité Matin en 1966, titre qui occupera le devant de la scène jusqu'en 1990. Sous l'impulsion d'un multipartisme retrouvé, une multitude de titres va voir le jour. Mais ce printemps de la presse ne sortira pas pour autant le quatrième pouvoir de l'ornière. Je ne lis pas les journaux parce que chacun prêche pour son église. Je lis les journaux, mais en général, je préfère le côté football. Bon, parce que concernant la politique, les hommes politiques, vraiment, ils nous pompent l'air. La presse est le quatrième pouvoir, donc cette presse-là doit normalement jouer son rôle de quatrième pouvoir. Et aujourd'hui, on parle aussi de la bonne gouvernance. Cette presse-là, je pense, doit pouvoir participer effectivement à la bonne gouvernance dans nos pays. Parce que si elle est libre, elle a la possibilité de critiquer ce que fait le gouvernement. Dans cette optique-là, le gouvernement peut être amené à se corriger par rapport aux critiques qui sont faites dans la presse. Mais je suis pour une presse libre, mais surtout une presse responsable, moins dépendante des partis. Par rapport aux écrits des journalistes, vraiment, on n'est pas du tout content d'eux. Parce que souvent, ils portent de fausses informations. Ils ne vont même pas à la source pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et puis eux, ils écrivent du n'importe quoi. Alors quand c'est comme ça, les gens sont furieux. Ça envoie des palabres par-ci, par-là. Donc désormais, on voudrait que les journalistes aillent vraiment à la source. J'aurais plutôt souhaité que les journalistes soient plus honnêtes dans les faits qu'ils racontent. Mais généralement, ce n'est pas ça. On pense que raconter honnêtement ce qui s'est passé quelque part, ça pourrait arranger tel ou tel camp. La meilleure façon de traiter un fait qu'on ne partage pas, c'est de ne même pas le raconter. Et c'est plus honnête même d'ailleurs. Mais quand vous le racontez, que vous dites autre chose, je ne parle plus d'objectivité moi. La liberté de la presse de tout temps est une préoccupation pour les Ivoiriens, pour l'Afrique, pour le monde entier, parce que la liberté est une aspiration à un mieux-être et il n'y a pas de mieux-être absolu. Concernant spécifiquement la Côte d'Ivoire, nous pouvons dire de façon la plus claire et la plus nette que nous avons beaucoup progressé sur le terrain de la liberté de la presse. Nous avons fait tomber des prisons, nous avons fait tomber des murs d'incompréhension et aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons beaucoup progressé dans le sens d'une plus grande liberté, dans le sens d'un plus grand respect du journaliste ivoirien. La presse est libre et je dirais même trop libre. Et à la limite, la presse donne chaque jour des raisons à ceux qui combattent la liberté de nous combattre. Ce qui est important
et qui est nécessaire, c'est même une urgence historique, c'est de se battre pour réhabiliter socialement le journaliste ivoirien. Il ne suffit pas pour les journalistes d'être libres pour être de bons professionnels. Il faut que les incitations salariales, les incitations sociales soient telles qu'ils acceptent d'assumer pleinement leur statut de conscience sociale critique en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. La question de la liberté n'est pas spécialement pour les journalistes. Bien sûr, c'est le principal outil de travail des journalistes, mais il n'appartient pas aux journalistes de défendre la liberté de la presse. La liberté de la presse est d'abord pour les consommateurs de journaux. C'est eux qui ont intérêt, parce que c'est pour eux que la liberté de la presse est instituée. C'est ça qui leur permet d'avoir une information juste, vraie. Bien sûr, par ricochet, les journalistes en profitent parce que, comme je dis, c'est leur principal instrument de travail, parce que s'il n'y a pas de liberté de presse, ils ne peuvent pas travailler réellement. Et maintenant, quant à savoir si les journalistes en font bon usage, je dirais que en face des journalistes, il n'y a pas véritablement un public de connaisseurs, sans faire d'injure. Il n'y a pas encore de public qui sache lire véritablement la presse et qui sache exactement ce qu'il voudrait que la presse lui donne. Une fois que le public sait ce qu'il doit consommer dans la presse, tous les problèmes sont résolus. Parce qu'à partir du moment où un journal s'est créé et qu'il ne trouve pas de public, c'est sûr qu'il y aura de lui-même. Et donc le problème, ce n'est pas, je ne dirais pas jusqu'à dire, il faut éduquer le public, mais je pense que progressivement, comme tout domaine émergent, la presse pourra, avec le public, trouver le meilleur angle pour savoir exactement voilà, le tel type d'information qui convient au public ivoirien. Oui, les journalistes ne font pas bon usage de la liberté de la presse dans la mesure où, pour le moment, il n'y a pas en face d'eux le public qui peut les interpeller, ne serait-ce que par la sanction suprême, c'est-à-dire d'acheter ou de ne pas acheter une marchandise que le public estime avariée. La politique de la refondation, initiée sous la Deuxième République depuis octobre 2000, a remis à l'ordre du jour la question de la dépénalisation des délits de presse. Avec une nouvelle loi sur la presse, la liberté d'expression peut mieux s'exercer et les journalistes ne sont plus inquiétés pour avoir donné leurs opinions. Mais à l'heure de sa responsabilisation, la presse a du mal à se positionner comme un levier de développement, un facteur de rapprochement et d'unité nationale. Dès lors, la démission des journalistes, concrétisée par les différents dérapages constatés dans les rédactions, ouvre le procès du quatrième pouvoir en Côte d'Ivoire. Si liberté de la presse veut dire pluralité d'expression à travers les médias sur la place, effectivement, on peut dire que la liberté de la presse existe en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement du pouvoir du président Laurent Gbagbo, il a dit dans son programme de gouvernement qu'il ne mettrait pas des journalistes en prison. La presse est un outil d'accompagnement. Si à tout moment, parce qu'on ne partage pas l'opinion d'un homme politique, on doit passer le reste de son temps à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, c'est dramatique. Mais certains journalistes font un mauvais usage de cette liberté parce qu'ils pensent que la liberté veut dire licence. Ça veut dire insulter X ou Y, ça veut dire écrire sur tout, n'importe comment, sur n'importe qui. Donc la liberté de la presse doit être comprise comme étant le fait d'être honnête dans la relation des événements. Dans ses écrits, comme dans ses dires, comme dans ses films, le journaliste doit se sentir responsable. Il doit respecter ce qu'il y a à respecter dans une république démocratique. Il se trouve que quand on observe la presse ivoirienne, des journalistes, ou bien nous tous, les journalistes, nous nous sentons libres, mais en même temps irresponsables. Nous écrivons ce qui nous passe par la tête sans prendre soin de vérifier même l'information. Parce que nous nous disons, oh j'écris, on ne me mettra pas en prison. En fait, ça veut dire que nous devons être responsables. Parce que le journalisme, la presse, le quatrième pouvoir,
c'est quelque chose de très important. Il y a excès de liberté, donc on en use de façon insolente, certainement. Parce qu'il y a certains journalistes qui, il faut le reconnaître, exagèrent dans les attaques, dans les critiques, dans les affirmations erronées, qui ne reposent souvent sur aucune base de vérité. On est encore vraiment à déplorer des dérapages au niveau de certains organes de presse. Lors de sa création en 1991, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif la professionnalisation des métiers de la presse. En quelques années, la profession va se doter d'un code de déontologie, d'un observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie et d'un prix Ebony récompensant l'excellence. Elle a également installé une commission de la carte d'identité professionnelle. Après la présidence de Noël Yao et sous ma présidence, dans le contexte dans lequel on se trouvait, c'est-à-dire la presse elle-même était confrontée à des problèmes politiques, j'allais dire, insurmontables. Si bien que l'idée de la création de cette union pour la résolution de ces problèmes politiques a été indispensable. Fondamentalement, dans cette période, nous avons mis en place les institutions, à l'occurrence l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, pour essentiellement promouvoir la liberté de la presse et faire accepter cette notion, aussi bien par les journalistes que par les gouvernants. Et il y a eu le prix Ebony qui tentait aussi à montrer au public qu'on pouvait exceller dans le domaine du journalisme. Et autant de manifestations pour pouvoir montrer dans un contexte où la presse émergeait que la presse était véritablement un secteur sans lequel la démocratie ne pouvait pas vivre, la démocratie naissante. L'autre plan du problème, c'est que la presse aussi a un aspect économique. Et je pense que désormais, c'est surtout cet aspect économique que l'Union nationale des journalistes, avec l'aide de l'association des éditeurs, devait chercher à promouvoir pour que la presse devienne véritablement un secteur économique qui puisse permettre de vivre d'abord les principaux acteurs que sont les journalistes et au moins tout le secteur économique. Présidé par Alfred Damboussa depuis sa création, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie est un organe d'autorégulation de la profession. Une sorte de conscience générale qui s'applique à faire respecter les règles de la déontologie et à défendre la liberté de la presse. L'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie est une création de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui a voulu se doter de cet outil pour suivre tout ce qui est respect de l'éthique, tout ce qui est respect des règles du métier, mais aussi pour mesurer les atteintes à la liberté de la presse et réagir lorsque ça le nécessite, chaque fois qu'on constate des manquements, soit à l'éthique et à la déontologie, ou soit à la liberté de la presse. Et ça existe depuis 1995, parce qu'il a vu le jour à la veille des élections générales de 1995, parce qu'on sentait les journalistes, disons, dans tous leurs états, à l'approche des consultations générales. Maintenant, comment les activités sont financées? C'est principalement la Fondation Friedrich Ebert qui, sur la base des projets que nous lui soumettons en début de mandat, qui donne son accord pour financer tel séminaire, tel atelier, telle table ronde ou telle journée mondiale de la liberté de la presse. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de satisfaction. Parce que pendant longtemps, les organisations professionnelles, l'UNDCI, l'OLPED notamment, se sont battues pour la dépénalisation des délits de presse. Et je pense que le pouvoir en place, alors qu'il était encore dans l'opposition, a soutenu ce mot d'ordre, ce slogan, cette bataille des organisations professionnelles. Et au moment où ce pouvoir est en place,
Le discours n'a pas changé. L'Observatoire continue de faire son travail et sur la base des analyses que nous faisons, sur la base des constats que nous faisons, nous pensons qu'il y a du progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire ensemble, à faire avec les médias ivoiriens, parce qu'il reste encore des problèmes de manquement à l'éthique et à la déontologie. Et c'est ça qui donne justement sa raison d'être à l'Observatoire. Il y a les problèmes d'injures, il y a les problèmes d'atteinte à la vie privée, il y a des problèmes d'incitation à la révolte, au tribalisme, à la xénophobie, entre autres choses. Il y a même des problèmes d'anticonfraternité, c'est-à-dire des journalistes qui s'attaquent à d'autres journalistes simplement parce qu'ils ne partagent pas les mêmes points de vue. Et je pense que c'est tout cela qui est déplorable, parce qu'à partir du moment où le pouvoir est favorable à la dépénalisation des délits de presse, on se dit les journalistes sont devant leurs responsabilités désormais. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette liberté qu'ils auront acquise? Comment ils vont l'exploiter? Comment ils vont s'en servir pour qu'ils sortent grandis? Parce que tant que c'est un débat contradictoire entre le pouvoir et les médias, on se dit, la partie est toujours belle pour les journalistes pour dire, la liberté n'est pas respectée, la liberté est bafouée, mais à partir du moment où le pouvoir vous dit, vous avez le boulevard très large, empruntez-le comme vous voulez, à partir de ce moment-là, les journalistes commencent à se dire, comment faire pour que nous sortions grandis du traitement de l'information? Et je pense que c'est ce combat-là et cette interrogation qui est la nôtre, qui est celle des journalistes ivoiriens aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le paysage de la presse ivoirienne, lorsqu'on regarde les journalistes ivoiriens, ceux qui sont préoccupés du respect des règles du métier sont plus nombreux. Les rédactions qui font leur travail de manière professionnelle, ou en tout cas qui ont ce souci-là, sont plus nombreuses que les rédactions qui rament à contre-courant pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'ils n'ont pas la formation, soit parce qu'ils sont plus politisés qu'ils ne devaient l'être, ou pour d'autres raisons qu'on pourrait trouver. Les journalistes dans certaines rédactions ne sont pas payés sur la base de la convention ou ne sont même pas du tout payés. Donc ils sont obligés de se chercher un salaire et cela conduit donc à du chantage, à du racket. Il y en a aussi qui ont le minimum qu'il faut, mais c'est un problème quelquefois aussi d'éducation. Et je pense que chaque fois que l'Observatoire est informé, il se déplace sur les lieux, il entend ceux qui donc saisissent l'Observatoire, il entend aussi les personnes à qui on reproche tel ou tel comportement. Et il est arrivé ces derniers temps où l'Observatoire a eu à faire des communiqués pour désigner nommément des personnes qui ont été prises en flagrant délit. Donc c'est beaucoup de risques que les membres de l'Observatoire prennent pour qu'au bout du compte, on puisse décourager quand même ceux qui s'adonnent à ce type d'activité qui donne de la Côte d'Ivoire et de sa presse une mauvaise image de marque. Dans un environnement marqué par la prépondérance de la presse de combat ou presse militante, les règles déontologiques ont vite fait d'être foulées aux pieds. Quand on observe l'étalage des journaux, on a l'impression d'avoir trois grands mouvements au niveau de la presse. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une presse partisane, une presse qui est aux ordres des partis politiques. En général, nous avons la presse du pouvoir, la presse proche du pouvoir, et puis la presse d'opposition. Et lorsque vous lisez les informations qui sont véhiculées par ces journaux-là, vous avez des positions tranchées. Vous avez à la place des journaux qui puissent apporter vraiment l'information, des journaux qui se battent à la place des politiciens. Dans un autre temps, vous avez une presse qui essaie d'être un peu indépendante. Vous avez aussi une presse qui n'est ni indépendante, ni inféodée à des partis politiques, mais qui est obligée de se battre pour avoir un électorat. Et ce électorat-là étant pratiquement capté par les luttes partisanes, les gens sont obligés de faire du sensationnel. Ça, c'est pour les journaux d'information générale.
à côté de tout ça, vous pouvez avoir des journaux de culture, vous avez quand même sur la place des journaux humoristiques qui essayent quand même de donner un autre ton à la presse ivoirienne. Je lis un éventail de journaux parce qu'il est difficile de se faire une opinion en Côte d'Ivoire avec un seul journal, dans la mesure où les tendances divergent beaucoup. Donc pour avoir l'information, il faut pouvoir lire un journal peut-être de l'opposition, un journal proche du parti au pouvoir, et puis peut-être un journal indépendant. Comme ça, vous avez un éventail d'informations et vous êtes obligé de recouper vous-même l'information pour essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche de la vérité. Il serait difficile de parler d'indépendance parce que le journaliste ivoirien ne s'est jamais exercé à cette indépendance. Vous savez, les journalistes pensent que quand ils travaillent pour un journal proche d'un parti politique, il n'y a pas d'autonomie rédactionnelle à conquérir. Or, c'est faux. Travailler pour un journal, c'est d'abord affirmer une certaine indépendance d'esprit. Et travailler pour un parti politique, c'est affirmer une certaine aussi distanciation critique parce que c'est la condition même du travail du journaliste. Donc aujourd'hui on se retrouve, y compris dans la presse publique, devant des journalistes qui se disent engagés politiquement et qui se refusent à observer cette distanciation critique par rapport aux faits. La réalité des choses, c'est qu'on se retrouve d'un journal à l'autre à lire les mêmes événements rendus de façon différente. Voilà la réalité de la presse aujourd'hui et nous pensons qu'il faut que les journalistes travaillent à se soustraire à cette décadence morale et matérielle qui les amène à être bâillonnés au point de s'offrir pieds et mains liés à ceux qui les payent. Au journal Notre Voix, proche du pouvoir, et à Le Patriote, proche de l'opposition, les réactions ne se font pas attendre. Nous n'écrivons pas par consigne. Notre expérience est une des expériences à vivre. Vous savez, c'est regrettable qu'en Côte d'Ivoire, on en soit arrivé à un stade où, si vous êtes un parti politique et que vous ne créez pas un organe de presse, vous ne pouvez pas vous exprimer. Voilà ce qui explique que des partis politiques ont créé des organes de presse. Il fallait créer des organes pour pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y avait pas d'organes libres. L'État avait la même mise sur tous les organes. Mais l'exemple des journalistes du groupe de presse proche du Front populaire ivoirien est un exemple à part. Ils ne sont pas toujours d'accord avec nous, mais jamais aucun dirigeant n'appelle pour dire pourquoi le journal a pris telle position et pas telle autre. Oui, il faut que le journal prenne telle position. Non. La ligne éditoriale du journal a été définie clairement par les associés qui l'ont créé. Donc tout journaliste qui vient travailler ici sait quelle est la ligne éditoriale qu'il doit respecter, mais aucun dirigeant ne l'appelle pour lui dire écris dans tel ou tel sens. On ne peut pas parler du Patriote sans dire qu'il est considéré, en tout cas dans le paysage médiatique ivoirien, comme un journal d'opposition. Donc ça veut dire qu'un journal qui a un regard critique sur l'action gouvernementale, ce qui veut dire que de ce point de vue, il se positionne comme un journal en rupture avec les journaux considérés comme des journaux pro-gouvernementaux ou pro-parti au pouvoir. Et indépendamment de cela, la ligne éditoriale de notre journal, on ne peut pas ne pas en parler, est marquée également par le fait que nous soyons considérés comme proches d'un parti d'opposition qui s'appelle le Rassemblement des Républicains. Et bon, cela nous le revendiquons. Le paysage médiatique est tel que les partis d'opposition en général n'ont pas d'autre choix que de s'en remettre à des supports privés comme le nôtre parce que l'accès des médias d'État n'est pas toujours ouvert, même s'il y a une légère progression dans ce domaine-là depuis ces dernières années. Nous nous considérons comme indépendants. Nous avons une culture d'indépendance même par rapport au Rassemblement des Républicains que nous sommes supposés défendre ou qui est supposé s'adosser sur le Patriote comme son porte-voix. Nous ne nous considérons pas comme le porte-voix du RDR. D'ailleurs, nous avons toujours insisté et nous sommes très contents que cela ait été pris en compte. Le RDR aujourd'hui a un service de communication, a un porte-parole du parti et donc ça veut dire que le RDR se donne toute l'attitude quand il se sent vraiment attaqué de publier ce qu'on appelle des bulletins ou des communiqués. Et nous nous engageons vraiment, disons, dans la bataille de l'opinion quand le RDR est concerné,
que quand nous estimons vraiment que cela touche vraiment à des atteintes aux droits de l'homme, tout ce que nous faisons, c'est vraiment défendre en tout cas des grands principes. En Côte d'Ivoire! Dans cette atmosphère polluée par les querelles politiques, la liberté du journaliste semble être compromise. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et c'est ces gens-là qui ont dans leur tête éliminer les autres. Vous avez vu mes parents qu'on a assassiné sauvagement. Si j'avais été là, parce que les gens me disaient que c'est moi qui cherchais. Vous avez vu le jour de... heureusement que j'ai eu cette garde rapprochée là, le jour de l'enterrement des funérailles de mes parents. Vous avez vu comment... Mais j'ai une garde rapprochée, c'est normal. Il faut protéger celui qui, ma foi, est en difficulté. Moi, je suis en difficulté. C'est pour ça qu'on me protège. Bon. Et je pense que la politique, là, ça ne se fait pas. À la guerre. C'est nous aussi, à un moment donné, des journaux nous insultent, nous disent n'importe quoi. Mais on ne va pas tuer pour autant. Quand tu es libre, dans ta conscience, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est correct. Mais tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Alors, nous demandons pardon. Que la politique, quand on fait la politique, tu es obligé d'accepter les coups. C'est les coups de la politique. Mais c'est des coups, ça ne doit pas terminer en tireur. À l'hebdomadaire Biche, le ton est plutôt à l'apaisement. Numéro 1 de l'humour et de la bande dessinée en Côte d'Ivoire, le journal s'est investi d'une mission de décrispation. Toutes les semaines, ce sont plus de 30 000 exemplaires qui sont vendus. Une performance dans un pays où la presse a fini par lasser les lecteurs du fait des incessantes querelles qui l'alimentent. Nous sommes nés dans un contexte politique assez dur, assez particulier. Et nous nous sommes aussi dit que pendant que les autres devraient défendre la République, il fallait bien un organe pour la détendre. Et c'est dans cette optique-là que nous avons essayé, de par nos dessins, de par nos tests, de présenter les hommes, les leaders politiques sur un angle un peu plus amical. Et donc on a essayé par des montages photos aussi de contribuer à la détente de l'atmosphère politique. Du coup, nous avons abordé toutes les questions que les autres ont abordées. Même les questions les plus sensibles, nous avons abordé, mais sur notre angle, chaque fois l'idée qu'il fallait être d'abord sympathique. Quand nous parlons d'un leader politique, quand nous parlons d'une formation politique, il fallait être d'abord sympathique. Donc on a essayé par les moyens que nous avons de détendre la République, de mettre un peu d'humour en espérant que cet humour-là puisse se rapprocher les uns et des autres. Quand on décide de faire un journal de bande dessinée, il faut d'abord trouver les hommes. Sur la place, il n'y avait pas de dessinateurs formés pour la presse. Il y avait des dessinateurs, mais il n'y avait pas de dessinateurs de presse. Sauf ceux qui, comme Zoré, Hilary, Carlos, ont déjà travaillé dans d'autres organes. Donc il fallait d'abord rassembler tout ce monde-là. Il fallait former. Il fallait aussi trouver des journalistes qui ont une plume journalistique et humoristique. Il y a des journalistes, mais est-ce que ces humoristes peuvent écrire journalistiquement? Donc il fallait rassembler tout ça et pouvoir faire... monter une équipe capable de respecter les deux principes, et c'est peut-être ça aussi qui nous a aidés. On a nos personnages qui font vraiment nos publicités à nos places, qui sont des personnages inspirés du quotidien des Ivoiriens. Quand on connaît Kofi Gombo, c'est un homme d'affaires. Au moment où nous mettions Biche sur presse, et même aujourd'hui encore, il y a des gens qui cherchent à monter une entreprise, qui cherchent à avoir des marchés. Kofi Gombo, c'est ce monsieur-là. Bon, il y a Tommy Lacroix, c'est vraiment un étudiant qui cherche du boulot, qui veut avoir une amie, qui a le problème quotidien, et Dieu seul sait combien de jeunes aujourd'hui sont confrontés exactement à cette difficulté-là. On a aussi ces gens de Togo, lui c'est plutôt les policiers qui font sa publicité. Chaque matin, les policiers se mettent quelque part en train de racketter, donc lui n'a pas besoin de pub. C'est pas réellement lui qui parle des policiers, c'est le policier qui parle de lui. C'est un flic qui ne vit que pour racketter. Comme par hasard, il y en a assez. Les policiers aiment bien notre journal, mais n'aiment pas le Sénat de Togo, n'aiment pas chaque fois qu'on écrit sur la corruption. J'ai de ce bureau eu plusieurs menaces, notamment des gendarmes qui sont mis aussi dans le racket, mais on ne peut rien, ça à défendre ou à ne pas défendre. De fait, les relations entre journalistes et forces de l'ordre n'ont pas toujours été au beau fixe en Côte d'Ivoire.
Des collaborateurs du journaliste Pierre-Ignace Tressia, directeur de l'information à la Radio Nationale et animateur de l'émission Questions d'actualité, ont été séquestrés par les forces de l'ordre après la diffusion d'une émission sur le racket policier. Il s'est agi de 2 numéros de questions d'actualité consacrés aux rackets des policiers. Il nous était revenu de manière récurrente que les chauffeurs de taxi, de Woro et autres automobilistes étaient rackettés par les policiers. Et donc nous avons mis le sujet à débat, la question d'actualité, et je crois que nos amis les policiers n'ont pas aimé et qui l'ont brillamment manifesté. L'incident est arrivé dans la période où eux-mêmes étaient en grève pour des revendications salariales contre leur ministère et ils avaient donc décidé de manifester leur mécontentement et l'objectif était de me kidnapper. J'ai eu beaucoup de chance puisqu'ils avaient barré toutes les voies de sortie de mon quartier à Yopougon et heureusement pour moi, c'est une équipe de présentation du journal Le Matin qui est passée une demi-heure avant moi et on a cru que c'était moi. Quand les policiers ont arrêté le véhicule de la radio et qu'ils ont constaté que ce n'était pas moi, on les a mis dans le coffre de la voiture, on les a amenés au siège de la BAE à Yopougon, Trois-Rouges, on les a fait descendre du véhicule, on les a remis à nouveau là-dedans pour les envoyer au 16e. Là-bas, on les a descendus, bousculés, molestés, et on les a ramenés à la BAE avant de les libérer sous les instructions d'un chef, quelqu'un qui semblait être le chef des agents, qui leur a dit, on vous a dit d'aller attraper M. Tressia et vous nous amenez des menus fretins, et libérez-moi cela et trouvez-moi Tressia. Après cela, l'émission a pu se poursuivre. Quelques gradés de la police nous ont présenté leurs excuses pour le comportement de leurs agents, et c'est bien vite rentré dans l'ordre. Mais ça fait partie des risques du métier. Ce qu'on dit ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Il y en a qui nous appellent pour nous féliciter, il y en a d'autres qui nous appellent pour nous menacer. Mais c'est ça le métier. Des mois plus tôt, Ouattara Mohamed Jr., journaliste correspondant de l'agence France Presse, a fait l'objet d'une garde à vue 5 jours durant dans les locaux de la DST à Abidjan. Le 17 janvier 2001, j'ai été kidnappé à l'entrée des locaux de l'AFP, ici, par 4 personnes qui se sont présentées après coup, après des bagarres, comme étant de la police. Elles m'ont conduit dans un véhicule banalisé et nous sommes allés à la direction de la surveillance du territoire, la DST. Tout le long du trajet, on ne m'a pas dit ce qu'on me reprochait. Et même quand je suis entré à la DST, c'est à la suite des questions que j'ai vu une orientation. Les questions tournaient autour donc, de la tentative de coup d'État des 7 et 8 janvier 2001. Et m'a demandé ce que je savais de ce coup d'État. C'était hallucinant qu'on me parle d'implication dans cette histoire. J'ai fait que mon boulot. Et tout ce que j'ai fait dans la nuit 17 et 8, tous les contacts, toutes les informations que nous avons eues, eh bien, nous avons donné toutes ces informations-là sur le fil de l'AFP. Je suis passé 5 jours là-bas avec un séjour rythmé par des questions-réponses. On me pose des questions, je réponds. Le lendemain, on revient, les mêmes questions, on faisait du surplace. Et pour finir, ils se sont rendus compte que je n'avais rien fait. Et puis, bon, on m'a déféré devant le parquet où le procureur de la République m'a demandé de rentrer, que je n'étais pas inculpé. Mais ces graves atteintes à la liberté de la presse n'entravent nullement la volonté des nouveaux dirigeants à donner au 4e pouvoir sa liberté. Cependant, si la presse écrite a retrouvé la parole, les médias publics audiovisuels semblent traîner le pas. On sent qu'il y a la censure au niveau des médias d'État, il y a notamment la télé, il y a des informations que tout le monde a, que la télé ne publie pas. On sent que les gens ne sont pas encore libres, on ne sait pas si c'est
la faute, c'est les journalistes eux-mêmes qui ne veulent pas se libérer, ou bien il y a des forces autour du pouvoir qui exercent des pressions. Je crois que l'audiovisuel a encore beaucoup d'efforts à faire. À ce niveau, on a l'impression que les journalistes de l'audiovisuel attendent encore un signal, peut-être du pouvoir. Et on ne sent pas encore ce changement que tout le monde a souhaité. Est-ce qu'il y a un top départ que les gens voudraient donner, donc ils attendent, ou bien c'est peut-être par manque de moyens, comme le dit très souvent. Mais je crois que pour ce qu'ils ont comme intelligence, ils peuvent faire plus que ce qu'ils nous montrent pour l'instant. La liberté de la télévision ivoirienne dépend des acteurs de cette télévision, principalement les journalistes eux-mêmes. Lorsque le président Gbagbo ou bien lorsque le Premier ministre arrive dans la cour de la télévision et puis il vous dit vous avez votre liberté, construisez le pays, dites ce qui est pour nous aider à travailler. Et quand vous ne le dites pas, c'est la faute à qui? En fait, je comprends un peu, c'est l'image du mouton qui a été détaché et qui tourne toujours autour du piquet. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai pris ma propre liberté. Je dis les choses selon les règles du métier. Je ne vais pas au-delà. Il y a de l'autocensure en réalité. Quand je regarde la télévision ivoirienne, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ont quand même fait 20 ans sous le parti unique, qui sont encore là, qui ont gardé ces réflexes. Il y en a aussi qui sont plus jeunes, qui pensent au poste. Si je suis à tel poste et que je dis ceci, le pouvoir n'est pas content, est-ce qu'on va me laisser là, est-ce qu'on ne me dira pas de parti? Je crois que la vérité c'est ça. La vérité c'est, on pense à son bien-être. On ne pense pas tellement à travailler franchement selon les règles du métier, malheureusement. Et je pense que c'est ce qu'il faut combattre. Et lorsqu'un pouvoir vous dit vous avez votre liberté, je crois qu'il faut tester ce pouvoir. J'ai eu un entretien avec le président Laurent Gbagbo. J'ai vu certains aînés qui me disaient mais vous avez bien goupillé votre affaire. J'ai dit mais vous vous êtes trompé de personne. Peut-être que vous à l'époque vous ne l'avez pas fait, vous les aînés. Mais il y en a plus jeunes que vous qui savent prendre leurs responsabilités. Je fais partie de ce groupe-là. Les gens qui prennent leurs responsabilités. J'ai préparé mes questions seul. S-E-U-L. Je me suis retrouvé en face du président Laurent Gbagbo. Je lui ai posé les questions que je voulais. Il a répondu. Moi, je suis tranquille. Des fois, vous savez, les questions sont plus importantes que les réponses. Je me suis mis à la place de tous ceux qui ne pouvaient pas être là au moment précis en face du président. J'ai posé mes questions. Il faut travailler pour les téléspectateurs aussi. Pas seulement pour les hommes politiques. Parce que vous savez, ces mêmes hommes politiques pour qui vous roulez, ces mêmes vous critiquent dans votre dos. On dit, ah, ce journaliste, quand on est avec lui, d'ailleurs il écrit les questions, il nous donne et tout ça. Vous pensez que c'est bon pour votre crédibilité? Moi, je tiens ma crédibilité. La télévision et la radio nationale sont-elles toujours au service du pouvoir? Réponse de Pierre-Ignace Tressia et de Georges Aboké, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne. Je suis de toutes les générations dans la maison de la radio. Je suis entré ici quand j'avais 24 ans. J'en ai presque 50 maintenant. Donc j'ai connu le parti unique, le début du multipartisme et la Deuxième République. Je peux vous dire que la presse est anormalement libre en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, même les titres du journal étaient contrôlés. Vous êtes de la salle de rédaction en train de partir en studio, on vous interpelle pour dire enlever cette information sans qu'on vous explique pourquoi. Et ça vous faisait un trou dans le journal, il fallait trouver autre chose pour combler. Aujourd'hui, non seulement nous sommes parfaitement, je crois que nous n'arrivons même pas à user véritablement de cette liberté parce qu'on a été longtemps embrigadé, on ne sait pas très bien comment en user. Aujourd'hui, depuis que la Deuxième République existe, jamais, en tout cas de mémoire de journalistes ici à la radio, jamais nous n'avons été interpellés une seule fois pour dire vous avez diffusé telle information, vous n'avez pas le droit, ou même pour nous demander pourquoi on a fait ceci ou cela, non, jamais. La liberté de la presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une réalité. Malheureusement, c'est encore les journalistes qui ne savent pas en user véritablement dans le sens positif. Et on peut peut-être craindre qu'un autre jour on nous la redit, cette liberté-là, mais j'espère qu'on n'y arrivera pas. Dire comme ça, tout de go, sans s'appuyer sur des arguments, sans s'appuyer sur des faits bien précis,
que la radio et la télévision sont aux ordres du pouvoir. Bon, c'est une déclaration, je pense, un peu fantaisiste. Je pense qu'il faut qu'on puisse s'asseoir sur des exemples précis et dire quelque chose, l'appuyer par des arguments, et alors on peut engager le débat, mais comme ça, je pense que c'est simplement une déclaration. Si censure, c'est sélectionner, bien sélectionner et choisir tout ce qu'il y a de plus important et le porter à l'antenne, bon, en tout cas, je pense que dans le métier des journalistes, on fait les deux. On fait à la fois la censure et la sélection. Qu'est-ce qui... maintenant, jusqu'où cette censure peut aller, c'est un vieux débat, c'est une vieille question. Je pense que chacun a son avis là-dessus, mais une chose est claire, c'est que de tout temps, il y a une sorte de bataille de l'opinion qui est menée et qui trouve son siège au niveau de la radio et de la télévision, quitte aux journalistes maintenant de savoir faire la part des choses entre demeurer dans un bon service public et vouloir faire plaisir à quelqu'un, à un homme politique ou à une formation politique. Avec la dépénalisation des délits de presse, la Côte d'Ivoire réalise une avancée sur le plan de la consolidation de la démocratie. En effet, de la Première République à la transition militaire qui a accompagné le coup d'État de fin 99, la liberté de la presse a été très souvent violée. En 1991, une loi est votée. Celle-ci aura la particularité de sanctionner les délits de presse d'une peine de prison. Plusieurs journalistes seront ainsi interpellés, trop souvent brutalement, et jetés en prison. En 1992, je crois que c'était en février, j'étais à l'époque au journal Le Jeune Démocrate. Et comme ça, on a écrit une série d'articles dont le mien était « Boguibisé au fouet ». Boguibisé au fouet, à l'époque, j'essayais de dire que Oufoué ayant atteint un certain âge, il fallait faire comme en Tunisie, comme on a fait Bourguiba. Et je me suis dit qu'il était temps qu'on le prenne, on l'envoie à Yamoussoukro et que quelqu'un puisse le relayer. Et donc, ça m'a valu 18 mois de prison ferme. Et nous sommes partis à la MAC, on nous a fait 1 mois et une nuit, on nous a transférés dans des prisons à l'intérieur du pays. Et le collègue Lia Ligès et moi, nous avons été transférés à la prison de Bassam, tandis que le directeur de publication a été transféré à la prison de Dabou. À la prison de Bassam, nous avons fait, mettons donc 5 mois, puisqu'on avait déjà fait à peu près 1 mois à Maka. Nous avons fait 5 mois dans des conditions, je l'avoue, assez difficiles. Sur les 18 mois, nous avons donc dû faire 6 mois. En décembre 1995, il y a eu le match de la Coupe d'Afrique entre la SEC et le Orlando Pirates. C'était la finale, hein, la SEC a été battue. J'ai écrit mon article intitulé « Il aurait dû rester chez lui ». Alors je parlais donc du président de l'époque, le président Henri Konan Bédié. Je me suis dit que sa présence a porté malheur à la SEC. Cet article-là m'a valu d'être réconvoqué avec le directeur de publication qui était Angare Aboudraman à l'époque. Nous avons été condamnés à 2 ans de prison. Nous avons fait 1 an 10 jours. À la suite d'un article intitulé « L'équilibre de la terreur », j'ai été convoqué par le procureur de la République et on m'a accusé d'avoir voulu attenter à l'ordre public. Je demandais à l'opposition d'utiliser les moyens légaux pour rendre le pays ingouvernable, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la marche, la désobéissance civile. Donc cela a fait peur. Et j'ai été attrait devant le tribunal, jugé et condamné à 3 ans de prison ferme. Et j'ai passé 10 mois et demi à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan,
la MACA. Par rapport aux conditions, elles n'étaient pas aussi dures que celles des autres prisonniers. Depuis que le nouveau pouvoir est là, aucun journaliste n'a été inquiété. Je pense que c'était même une leçon pour nous. Quand on a en face un pouvoir qui laisse écrire tout, je pense que nous, journalistes, nous devons faire cet examen de conscience, écrire selon les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant l'éthique et la déontologie. Le 8 septembre 2000, le journaliste Joachim Begré est bastonné par des hommes en treillis. Cette autre atteinte à la liberté de la presse entraîne une mobilisation des journalistes qui décrètent une journée presse morte conclue par une marche contre la délinquance militaire. Sous la transition militaire, vous savez que c'était un régime d'exception et il y avait un débat sur l'éligibilité des candidats puisque le général président Robert Gueye s'était déclaré lui-même candidat. On a estimé que le débat sur l'éligibilité devait le toucher autant que les autres candidats et il y avait quelques nuages sur sa filiation. Et à l'époque, c'était le journal Le Jour. On a relevé dans le journal. Il a cherché à rencontrer l'auteur de cet article et son directeur de publication. Il nous a convoqués. Donc Diego Baye et moi-même, nous sommes rendus à son bureau. Sa préoccupation principale était de savoir notre source d'information, ce qu'on a refusé de lui livrer. Et donc il a conclu que c'était des hommes politiques, c'était ses adversaires politiques qui étaient en dessous. Et donc il a demandé à ces hommes de main, qui étaient sa garde rapprochée, ses militaires, de venir connaître chez moi. C'est plus tard qu'on a compris que c'était un langage codé, effectivement. Après mon entretien avec lui, ils m'ont pris dans une de leurs voitures. Ils sont venus effectivement connaître chez moi. Ici, où on est présentement, tout le quartier était surpris de voir des militaires débarquer avec des armes pour connaître chez moi. Et donc, après avoir visité chaque pièce de ma maison, je pensais procéder de l'intimidation, ils m'ont dit que maintenant qu'ils connaissent chez moi, ils ont le numéro de la résidence et ils ont le quartier, ils vont passer à autre chose. En ce moment, ils m'ont amené sur un terrain vague à côté dans les environs de l'aéroport international d'Abidjan. Et là, ils m'ont fait descendre du véhicule et à 4, à coups de crosse, à coups de poing, ils se sont mis à me bastonner. Et ces hommes de main voulaient surtout savoir les intentions en écrivant cet article et surtout qui est-ce qui m'a donné ce filon. Curieux, le général Gueye voulait savoir qui m'a donné cette information. Donc après la bastonnade, j'ai été traîné sur plusieurs kilomètres, blessé partout, amené au plateau. Et lorsqu'ils ont su qu'ils ne pouvaient rien tirer de moi et qu'ils ont estimé que j'étais suffisamment atteint, du véhicule à un feu rouge, ils m'ont balancé sur le trottoir et puis ils ont continué leur chemin. Ce sont plusieurs années de combat qui ont permis au quatrième pouvoir de conquérir des espaces de liberté avec comme sommet une loi sur la dépénalisation des délits de presse. Cette nouvelle loi réconcilie la presse avec sa dignité cardinale. Il n'y a plus d'emprisonnement de journalistes pour des délits de presse. Ça, pour nous, c'est une grande victoire. C'est une victoire historique. C'est une victoire sur les démons de la liberté. Et donc, je pense que ça nous suffit déjà. Reste que, évidemment, il y a des peines qui sont prévues, qui vont frapper certains de nos journalistes qui ont maille à partir avec l'éthique et la déontologie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la Côte d'Ivoire sera un des rares pays au monde où il n'est pas possible à un juge de mettre un journaliste en prison pour des délits de presse. La nouvelle loi renforce le pouvoir des autorités d'autorégulation et de régulation. Il sera difficile de ne pas assainir la presse en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout sera mis en œuvre pour que les journalistes respectent l'éthique et la déontologie.
D'autant que si tel n'était pas le cas, ils ne seront plus journalistes. Donc il y aura un lien entre l'obtention de la carte d'identité professionnelle et l'exercice du métier, mais surtout le respect de l'éthique et de la déontologie. Toutefois, beaucoup reste encore à faire, car le développement du secteur est impossible sans une véritable autonomie financière. Le fonds d'aide à la presse est une urgence historique, mais c'est aussi une urgence démocratique. Au-delà de cette urgence, il faut comprendre que la société, la communauté nationale a le devoir d'accompagner la presse dans son développement. Et l'outil formel qu'on peut se donner, c'est un fonds d'aide au développement de la presse. Mais ce n'est pas le seul outil. Supposons un seul instant que le gouvernement, dans son souci d'aider la presse à évoluer, à se réconcilier avec la qualité, la modernité, le professionnalisme, le gouvernement décide d'avoir un budget de communication. Vous comprenez bien que si on situe ce budget-là à 10 milliards, dont 5 milliards destinés à la presse locale, vous comprenez bien qu'il y aura assez de ressources publicitaires pour que la presse locale se renforce et se développe. L'ancien gouvernement sous Bédié parlait de 250 millions ou de 200 millions. Nous parlons des milliards. Donc nous en sommes à des discussions et nous espérons qu'au budget prochain, ce fonds sera prévu et que très vite, nous allons discuter de l'usage qu'il faut en faire. Concernant l'usage, nous pensons qu'une partie de cette aide doit soutenir la maison de la presse, parce que c'est le lieu de convergence des intérêts de l'ensemble des journalistes. Mais c'est une petite partie. La plus grande partie doit être destinée à accompagner les journaux directement dans leur développement. Avec une quarantaine de titres paraissant régulièrement, la Côte d'Ivoire occupe une place de choix dans le monde francophone au niveau du tirage et du taux de pénétration des journaux. Malgré cette performance, la presse ivoirienne a du mal à se soustraire à l'emprise de la sphère politique. Issus pour la plupart de cycles universitaires, les journalistes sont souvent employés par des éditeurs proches des partis politiques. Ils ne peuvent, de ce fait, écrire indépendamment des lignes éditoriales dictées par leur patron. Véritables soldats au service d'une idéologie, ils sont confrontés à un problème de formation et de mise à niveau que tente de résoudre l'UNJCI à travers des ateliers et des séminaires. La précarité des métiers de la presse n'incite pas les jeunes à s'inscrire dans une filière considérée comme sans avenir. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, le journalisme ne nourrit pas son homme. Peu ou pas du tout payés, les journalistes ivoiriens vivent pour la plupart de pourboires et de raquettes et sont obligés pour certains de vivre au jour le jour. Malgré une convention collective qui fixe les salaires dans la presse, rares sont les patrons qui l'appliquent. Plus de 40 ans après son indépendance, la Côte d'Ivoire, pourtant considérée comme une locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, n'est pas arrivée à se doter d'une presse à la hauteur de sa réputation. La mévente des journaux, en dehors des tirages liés au sensationnel, ajoutée à leurs coûts de fabrication et aux commissions jugées élevées du seul distributeur de presse du pays, confine le secteur dans une certaine indigence. Les journalistes, s'ils ont le devoir d'informer, ont également le droit d'exercer leur métier dans des conditions dignes de leur profession. La pleine liberté de la presse passe obligatoirement par la revalorisation de leur métier.